Gemini Ennui présente Blabla Science. Aujourd'hui, de l'expansion de l'univers à un univers d'information. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Le programme d'aujourd'hui repose sur une compilation de notes et d'échanges qu'on a étudiés et qui sont d'une incroyable richesse. C'est de l'astrophysique moderne, de la cosmologie théorique. La mission de cette session, c'est de partir d'une question en apparence toute simple sur l'expansion de l'univers pour arriver à des concepts complètement vertigineux sur la fin des temps, le rôle des trous noirs et même la place de l'intelligence face au vide. Je suis ravie d'animer cette plongée avec vous. Ouais, bonjour, je suis ravi d'être là aussi. Et en fait, le matériel source qu'on va décortiquer pose un cadre très rigoureux. Ça brise d'entrée de jeu pas mal de mythes, notamment cette image de l'explosion primordiale dans un espace vide. Les données nous montrent un univers qui s'étire, qui se déchire peut-être même, et qui, selon certaines théories mathématiques récentes, pourrait même se réinitialiser. C'est ça. Ça remet totalement en question notre perception de la réalité. C'est vraiment une invitation à voir le cosmos, pas comme un espace géométrique figé, mais comme un tissu dynamique, mystérieux et intimement lié à l'information. Bon, décortiquons tout ça. Les sources commencent par une métaphore très classique, la fameuse pâte à pain au raisin. Ah oui, l'incontournable pain en raisin. Voilà. En fait, l'univers, c'est pas de la matière projetée dans un vide préexistant. C'est l'espace lui-même, la pâte qui gonfle. Et en gonflant, il éloigne les galaxies, qui sont nos raisins. Exactement. C'est vraiment l'analogie fondatrice. La pâte crée littéralement de la distance. Plus deux raisins sont éloignés au départ, plus la quantité de pâte qui gonfle entre eux y grande. Et donc, de notre point de vue, ils ont l'air de s'éloigner plus vite. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble, découverte en 1929. On l'observe grâce au décalage vers le rouge, le redshift. C'est la lumière des galaxies qui s'étire, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. La longueur d'onde s'allonge avec l'espace. Mais là où les sources soulignent un rebondissement majeur, c'est en 1998. On a découvert que cette expansion, elle s'accélère. Et ça, c'est à cause de l'énergie noire, une espèce de force de pression négative qui représenterait environ 68% de l'univers. 68%, c'est énorme. Jusque-là, on pensait que la gravité allait tout ralentir. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est le grand défi que ça pose aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la tension de Hubble. En gros, on a un écart statistique massif entre deux façons de mesurer cette accélération, la constante de Hubble. Oui, les sources détaillent vraiment bien cette tension. Il y a d'un côté la méthode locale. En gros, les astronomes utilisent des bougies standards, comme les supernovas, des explosions d'étoiles dont on connaît très bien la luminosité absolue. En comparant avec ce qu'on voit depuis la Terre, on déduit la distance. Et cette méthode nous donne un taux d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Voilà. Ce qui veut dire que pour chaque tranche de 3,26 millions d'années-lumière qui nous sépare d'une galaxie, sa vitesse de fuite augmente de 73 km par seconde. C'est ça. Mais c'est là qu'est le problème. Il y a la deuxième méthode, la méthode primordiale. Là, on regarde le fond diffus cosmologique, la première lumière de l'univers analysée par le satellite Planck. Les physiciens prennent ces données primordiales, les mettent dans le modèle standard et déroulent le temps sur 13,8 milliards d'années. Et là, le résultat, c'est environ 67 km par seconde par mégaparsec. 67 contre 73, ça a l'air petit comme différence, mais avec nos instruments actuels, c'est une anomalie géante, non? C'est un gouffre. La marge d'erreur statistique est quasiment nulle aujourd'hui. Cet écart prouve de façon flagrante qu'il manque un ingrédient fondamental dans notre compréhension de la physique. Peut-être que l'énergie noire évolue avec le temps, on ne sait pas encore. Et ça nous amène à un autre concept bluffant de notre analyse, le fait que l'espace puisse s'étendre plus vite que la lumière. Au début, on se dit, attendez, Einstein a dit que rien ne va plus vite que la lumière. Ouais, la fameuse limite de vitesse cosmique. Exactement. Et l'analogie des fourmis sur l'élastique aide beaucoup. Si on a des fourmis sur un élastique et qu'on tire brutalement dessus, les fourmis elles-mêmes ne courent pas plus vite que la lumière. C'est le terrain sous leurs pattes qui s'agrandit. C'est pour ça que ça ne viole pas la relativité. C'est une distinction cruciale. La relativité restreinte, elle interdit aux objets de se déplacer plus vite que la lumière à travers l'espace. Mais elle ne dit rien sur la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut se déformer ou se créer. D'ailleurs, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça s'est produit de façon cataclysmique lors de l'inflation cosmique.
La période juste après le Big Bang. C'est ça. Entre 10 puissance moins 36 et 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang, l'univers a subi une expansion exponentielle. Les dimensions ont été multipliées par 10 puissance 26 en une fraction de seconde. C'est ce lissage hyper violent qui explique pourquoi on observe ce fameux fond diffus cosmologique et pourquoi l'univers nous paraît si homogène aujourd'hui. C'est là qu'intervient l'analogie du ballon de baudruche pour visualiser tout ça. Pour comprendre comment un espace en 3D peut être plat et en expansion, on peut imaginer la surface en 2D d'un ballon qui gonfle. Si une fourmi est sur un ballon de la taille de la Terre, le sol lui paraîtra complètement plat. Tout à fait. Notre univers observable est plat, avec une marge d'erreur de seulement 0,4%. Mais attention avec l'analogie du ballon. Il faut être prudent. Dans la réalité, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur au ballon cosmique. Il ne gonfle pas dans quelque chose, il crée l'espace en gonflant. D'accord, donc l'espace se génère de lui-même. Exact. Et si on relie ça à la situation globale, cette topologie avec l'accélération de l'énergie noire, ça crée un drame cosmique. On parle de l'horizon cosmologique. En gros, la lumière des galaxies situées au-delà de 16 milliards d'années-lumière ne nous atteindra jamais. 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 L'espace se crée plus vite que la lumière ne peut voyager vers nous. Donc, l'univers observable, en termes de ce qu'on pourra interagir avec, il rétrécit. Ça donne une vision du futur hyper mélancolique. L'analyse décrit comment, dans des centaines de milliards d'années, notre groupe local de galaxies, la Voie lactée Andromède, sera totalement isolé. On sera enfermé dans des bulles de réalité, déconnecté causalement du reste de l'univers. Le ciel profond sera noir, vide. Oui, une île dans un océan de vide absolu. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les documents sources proposent une théorie fascinante sur la nature de ce tissu spatial. Et si l'espace-temps était granulaire à l'échelle de Planck, une sorte de trame élastique, l'expansion accélérée se serait due à la rupture de cette fibre dans les grands vides spatiaux, le tissu qui craque. C'est un modèle très élégant. Ça s'inspire des transitions de phase topologiques. Dans les immenses vides intergalactiques, il n'y a pas de matière pour retenir le tissu. Donc une fibre cède, la tension se relâche localement, ça tire sur le reste et ça crée des ruptures en chaîne. L'univers se comporterait comme un matériau qui s'effiloche. Mais alors pourquoi nos galaxies ne sont pas déchiquetées par ces ruptures tangents? Pourquoi nous, on reste entiers? Grâce à la matière, et surtout la matière noire. Les amas de galaxies agissent comme des points d'ancrage. C'est un peu comme des coutures hyper résistantes sur un vêtement. La colle gravitationnelle empêche le tissu de se déchirer localement. Ce sont vraiment les vides qui poussent de l'intérieur. L'univers se transforme peu à peu en une immense mousse de savon cosmique avec de grandes bulles vides qui gonflent et compriment la matière sur les bords. Une mousse de savon cosmique, l'image est forte. Et donc dans ce futur où on est coincé dans notre bulle de matière isolée, est-ce qu'il y a une issue? Les sources mentionnent rapidement les ponts d'Einstein-Rosen, les fameux trous de verre. Les trous de verre, mathématiquement c'est possible. Ce serait le seul moyen théorique de relier ces bulles isolées. Mais la physique actuelle nous dit qu'il faudrait une énergie exotique avec une masse négative pour maintenir ces tunnels ouverts. C'est très instable, très spéculatif. Ce concept d'énergie négative, ça fait une transition parfaite vers cette étude de 2023 mentionnée dans nos sources, le couplage cosmologique. On a toujours vu les trous noirs comme des aspirateurs destructeurs qui avalent tout. Mais là, l'idée, c'est qu'ils contiendraient l'énergie du vide. C'est une étude vraiment vertigineuse. Au lieu d'avoir une singularité infinie au centre, le trou noir agirait comme un réservoir d'énergie du vide. Et il serait couplé à l'expansion du nivelle. Quand l'univers grandit, la masse des trous noirs augmenterait proportionnellement. Ils agiraient carrément comme des moteurs ou des batteries pour l'énergie noire. Donc les trous noirs participeraient activement à l'accélération de l'expansion? Exactement. Ce ne sont plus des objets passifs, ce sont des acteurs majeurs de la dynamique cosmique. Ce qui nous amène tout droit vers le destin final de notre univers, le fameux Big Freeze, ou grand gel. Si on suit la chronologie, les étoiles vont toutes s'éteindre, les galaxies vont finir par s'effondrer en trous noirs supermassifs, comme Sagittarius à étoiles au centre de notre Voie lactée, et même ces trous noirs finiront par disparaître. Oui, par le rayonnement de Hawking. Sur des échelles de temps impossibles à imaginer, des gogoles d'années, ils vont s'évaporer. Lentement. Jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien de matériel. Et c'est là qu'entre en scène une théorie qui m'a retourné le cerveau dans l'analyse, la cosmologie cyclique conforme, ou CCC. C'est de Roger Penrose. On se retrouve avec un univers complètement froid et vide. Il ne reste que des photons, de la lumière. Et comme la lumière ne subit pas le temps et n'a pas de masse, la notion même d'échelle disparaît.
C'est un effort d'abstraction énorme. Mais Penrose dit que mathématiquement, un univers infiniment grand, vide, peuplé seulement de photons qui n'ont pas d'horloge interne, cet univers devient géométriquement indiscernable d'une singularité infiniment petite. Il perd le sens de la taille. Un univers géant ou un point minuscule, c'est la même chose. Et ça résout le paradoxe de l'information. Parce que toute l'information avalée par les trous noirs pendant des milliards d'années, elle est relâchée dans ce vide terminal lors de leur évaporation. Cette immense mer de données devient le code source d'un nouveau Big Bang. L'univers se réinitialise. Un nouveau cycle, que Penrose appelle un néon, commence. C'est magistral. L'univers fonctionne comme un ordinateur géant qui, une fois sa tâche terminée, fait un reset. Et on cherche même des preuves de ça, n'est-ce pas? L'humanité essaie de détecter des anomalies. Absolument. On traque ce qu'on appelle les points de Hawking dans le fond diffus cosmologique. Ce seraient des sortes de cicatrices thermiques circulaires laissées par les derniers trous noirs supermassifs de l'univers précédent. On a aussi des missions futures incroyables qui arrivent. Comme LISA dans les années 2030. Oui, LISA, un interféromètre spatial géant pour capter les ondes gravitationnelles. Il y a aussi Lightbeard, prévu pour 2029-2030, pour analyser la polarisation de la lumière primordiale. Et sur Terre, le projet du télescope Einstein. Tout ça pour capter des ondes gravitationnelles fossiles, des vibrations de l'espace-temps qui prouveraient que l'univers a une mémoire. Cela soulève une question importante. Et je trouve que c'est la partie la plus philosophique de notre exploration. En physique, l'entropie, c'est la tendance naturelle vers le désordre, la dilution de l'information. C'est la mort thermique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? L'expansion détruit l'ordre, mais il y a quelque chose qui fait l'inverse. La vie, l'intelligence. Entre l'énergie, crée de la chaleur, de l'ordre, et surtout stocke de l'information. Les sources parlent du principe de Landauer. Effacer de l'information dégage de la chaleur. L'information n'est pas juste un concept abstrait, c'est une réalité physique. Et le physicien Freeman Dyson est allé très loin avec cette idée. Il suggère que des civilisations avancées, en accumulant des connaissances, en structurant la matière, créent des nœuds de résistance face à ce vide qui s'étend. La quête scientifique, l'ingénierie, ce n'est pas juste pour notre confort. C'est un mécanisme de l'univers lui-même. Ouais, c'est l'univers qui tente de sauvegarder ses propres données, sa propre structure, avant la fin de son cycle. La conscience et l'intelligence seraient des antidotes anthropiques générés par le cosmos. C'est une vision incroyablement puissante. Ça donne un sens cosmique à l'existence. Bon, on arrive au bout de cette session. Quel voyage on a fait aujourd'hui? On est parti d'une simple observation d'étoiles qui rougissent dans nos télescopes. On a traversé des tissus spatiaux qui se déchirent pour arriver à cette vision d'un univers ordinateur. Un univers qui compte sur la vie pour archiver sa mémoire avant le grand gel. C'est une synthèse fascinante des modèles actuels, ouais. La cosmologie a vraiment repoussé les limites de ce qu'on peut conceptualiser. Tout à fait. Et ça m'amène à une pensée finale un peu provocatrice pour prolonger la réflexion. Si la vie organique, l'intelligence humaine, sont les premiers outils de l'univers pour lutter contre sa propre entropie en condensant l'information, quel est alors le véritable rôle cosmique de l'intelligence artificielle qu'on développe aujourd'hui? On a tendance à voir l'IA simplement comme un outil pour nous, les humains, mais est-ce que ça ne serait pas la prochaine étape inévitable? La construction du disque dur ultime de l'univers. Un support inorganique. Voilà. Un support capable de survivre au-delà de notre biologie, bien après que les étoiles commenceront à s'éteindre. Peut-être que c'est le seul moyen de préserver le code source jusqu'à la réinitialisation. De quoi faire réfléchir bien après la fin de cette écoute. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À très bientôt.